Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence sur cette présentation qui, on l'a voulu volontairement, est un peu plus large que le titre d'appel que vous avez reçu dans vos invitations, qui était limité au diagnostic portuaire. Nous avons préféré en fait envisager cette présentation sur un axe beaucoup plus large en vous présentant l'assistance technique du CEDRE aux zones portuaires, avec les aspects notamment des formations et des exercices qui viennent s'ajouter au diagnostic portuaire. Donc je m'appelle Loïs Dagorn, j'appartiens au service études et formations, qui, comme son nom l'indique, est un service qui se charge d'assurer les formations, d'assurer un certain nombre d'études, de projets en rapport avec la lutte anti-pollution, et également d'assurer une assistance aux autorités dans le cadre des pollutions accidentelles. Juste quelques éléments importants également avant de débuter cette présentation. Cette présentation est enregistrée et sera également donc rediffusée sur la chaîne YouTube du CEDRE et disponible sur le site internet. Et comme a pu vous le mentionner ma collègue, s'il vous plaît, coupez bien vos micros pendant cette présentation. Merci d'avance. Il y aura en fin de présentation un temps nécessaire pour le partage et éventuellement des questions qui vous viendraient à l'esprit. Voilà. Donc la visio sera enregistrée comme je viens de vous le mentionner. Tout d'abord, pour débuter, le CEDRE. Donc le CEDRE est un organisme, une association à mission de service public qui est agréée par l'État, dans lequel évoluent des experts qui sont spécialisés notamment dans les questions de pollution accidentelle par hydrocarbures, mais également produits chimiques et, depuis ces dernières années, sur les déchets aquatiques, car un service spécifique a été créé pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, nous avons 45 ans d'existence et nous intervenons à la fois au niveau national, mais également au niveau international. Pour résumer, sans trop m'attarder, c'est environ une cinquantaine en fait de personnes et d'agents qui travaillent au sein du CEDRE et qui sont disponibles pour intervenir partout dans le monde en cas de besoin pour assister des autorités, pour assister des administrations ou des industriels du milieu du pétrole. Rapidement, si vous voyez sur cette présentation, on voit les divers services qui composent le CEDRE: la recherche, la formation, la surveillance des déchets aquatiques, tout ce qui concerne également la documentation et l'information, et également le service dont je dépends, le service études et formations, qui va gérer les formations, mais également tous les documents de planification d'urgence. Pour poursuivre sur cette présentation, le plan qui est proposé est d'aborder les clients et les partenaires que nous croisons dans le cadre de la thématique des pollutions portuaires. Rappeler donc l'expérience du CEDRE est reconnue en fait dans les ports. On va regarder les différents types en fait de zones portuaires qui sont entre guillemets intéressées par l'assistance du CEDRE. On regardera en détail les diagnostics portuaires qui ont été abordés dans le cadre d'une étude avec la direction de la mer du littoral de Corse. On abordera rapidement de quoi sont composés les plans d'intervention portuaire. On glissera vers les conventions d'assistance en parlant du cas du port de Tangemed au Maroc. Rapidement, une petite parenthèse sur les déchets aquatiques dans les ports avec un projet européen qui s'appelle Treasure, qui est géré par le service dédié, donc le CEDA. Et on terminera par le guide opérationnel du CEDRE et des éléments de conclusion. Bon, pour attaquer le thème proprement dit, alors, l'expertise du CEDRE est reconnue depuis un certain nombre d'années, notamment, comme je vous l'ai dit au départ, dans le cadre des pollutions accidentelles par hydrocarbures. Donc, depuis sa création en 1979, le CEDRE a assisté notamment
et principalement des ports de commerce et des terminaux pétroliers et des grands ports dans la réalisation de plans d'urgence et d'exercices anti-pollution. Plus récemment, le CEDRE a proposé son assistance à des ports comme des ports de plaisance qui, eux, depuis une dizaine d'années, sont soucieux de s'équiper et de former leur personnel pour améliorer la qualité de leurs eaux. Le bilan, le constat surtout, c'est que de plus en plus, les ports sont sensibles aux pollutions qui les impactent. Et donc le CEDRE observe depuis ces dernières années un accroissement des demandes de formation et des exercices anti-pollution dans les zones portuaires. Alors, quels sont nos clients et nos partenaires dans le domaine portuaire? Comme je vous l'ai dit, les autorités gouvernementales, les préfectures, les régions, les départements, les communes, l'ensemble en fait de cette organisation, les industriels du pétrole et du gaz, le secteur éolien plus récemment, qui évidemment a des bases à terre et dans les ports, les grands ports maritimes, les ports de commerce, les ports de pêche, les ports de plaisance. Je passe assez rapidement, mais comme je vous l'ai également mentionné, nous intervenons à la fois en France et à la fois à l'étranger. Donc en France, nous le verrons un peu plus en détail par la suite dans la présentation, mais les grands ports maritimes nous ont confié des études, des diagnostics où ont eu le besoin de mettre en place des exercices. Ça va être Paris, Aropa notamment, dans le cadre, on le verra tout à l'heure, la préparation des Jeux Olympiques de 2024. Ça a été Le Havre en 2017 et en 2025. Nous sommes actuellement en cours de révision du plan d'urgence du Havre. Ça a été Rouen, où nous avons effectué des exercices. La Réunion, Nantes-Saint-Nazaire, Marseille, Dunkerque, La Rochelle. Si l'on descend d'un échelon au niveau des ports régionaux, nous avons travaillé récemment avec la région Bretagne sur les ports de Saint-Malo et de Lorient. Nous avons travaillé et nous travaillons aujourd'hui avec Port-la-Nouvelle, dans la région Languedoc-Roussillon, sur notamment les projets d'extension en fait du port, et une multitude de ports de plaisance. Je vous détaillerai cet aspect-là un peu plus tard. À l'étranger, nous avons eu des études également avec le port d'Anvers, avec le port autonome de Kribi en Afrique de l'Ouest, avec Tangemed au Maroc, et un dossier important également qui a été traité avec l'Agence nationale des ports marocains il y a maintenant 2 ans. Alors, si l'on poursuit par une définition assez générale en fait de comment peut-on décrire des ports? J'ai volontairement mis des ports. Alors d'après l'Organisation hydrographique internationale, alors j'ai choisi cette définition parce qu'elle me paraissait simple et générale. On considère port comme abri naturel ou artificiel pour les navires, munis des ouvrages et installations nécessaires à l'embarquement et au débarquement des passagers ou des marchandises, et le cas échéant de bien d'autres installations associées au trafic maritime, stockage, entretien, réparation. Et on rajoute également à cette définition une dimension géographique. Alors pourquoi? Je vais vous le montrer par la suite. Donc un port situé sur le littoral, un cours d'eau ou plan d'eau intérieur ouvert à la navigation. Alors pourquoi j'insiste sur ces espaces géographiques? C'est en fait qu'ils sont les domaines d'activité du CEDRE. Le CEDRE intervient sur le littoral, sur les plans d'eau intérieurs et sur les cours d'eau ou estuaires. Donc le CEDRE peut répondre tout particulièrement aux problématiques et aux thématiques que l'on retrouve dans les zones portuaires. Rapidement, les typologies des zones portuaires, j'insiste pas, mais le code des transports distingue plusieurs types de ports, ports de commerce, pêche, plaisance, militaires, maritimes, fluviaux, et on va même jusqu'aux ports ostréicoles ou conchylicoles. Pour vous montrer la diversité en fait des zones portuaires qui peuvent avoir besoin d'une assistance pour faire face à des pollutions accidentelles, à des déversements accidentels qui peuvent être de petite nature, de petits volumes, jusqu'à grand volume ou pollution dite majeure. Donc on voit, on a différents types de ports avec ces photos qui ont été prises sur site. Alors, des SMEL, les SMEL sont les zones de mouillage et d'équipement léger, aux marinas, en passant par les ports de pêche, aux ports de commerce et appontements pétroliers.
On voit bien la diversité des zones dans lesquelles on peut retrouver des problématiques de pollution accidentelle ou de déversement. Alors, cette diversité d'acteurs, on parle rapidement aussi des statuts juridiques. En fait, c'est pour vous montrer que ces statuts, et notamment les ports qu'on met en face, sont directement, entre guillemets, nos interlocuteurs pour répondre à ces problématiques de pollution accidentelle dans ces zones portuaires. Donc on va passer des grands ports maritimes aux ports d'intérêt nationaux, aux ports militaires, aux ports régionaux, départementaux, les ports qui appartiennent à des intercommunalités, aux communes, et en allant vers des zones beaucoup plus restreintes. Si maintenant on passe un peu en détail, donc les différents ports et les différents échelons qui ont fait confiance au CEDRE ces dernières années, je vous propose de commencer par les grands ports maritimes. Donc la plupart des grands ports maritimes nous ont contactés, soit pour des révisions de plans, des créations de plans d'urgence ou des exercices, avec également dans le but de mutualiser les équipements au sein d'une même zone portuaire. Par exemple, les grands ports maritimes du Havre, de Rouen, de Nantes-Saint-Nazaire, de Dunkerque ou Marseille nous ont contactés ces dernières années. Et outre-mer, les grands ports de la Réunion et de la Martinique. Et comme je faisais allusion tout à l'heure, rapidement, les ports de Paris, en collaboration avec les voies navigables de France, ont souhaité aussi un diagnostic des pollutions sur le bief parisien en 2022, en vue de la qualité des eaux, en fait, qui devait être exemplaire pour les Jeux Olympiques de 2024, qui, comme vous le savez, se sont déroulés en région parisienne. Après les grands ports maritimes, voilà les ports, donc ports régionaux qui nous ont fait confiance aussi et pour lesquels nous avons travaillé ces dernières années. En 2022, la région Bretagne a confié au CEDRE des diagnostics et des exercices. Donc Saint-Malo en 2020 et en 2022, le port de Lorient. Donc comme je vous le disais, des exercices ont été organisés sur place, des cahiers, des clauses techniques particulières. Donc des documents techniques ont été élaborés pour aider à l'achat d'équipements anti-pollution. En 2024, 7 ports du Cotentin également ont fait appel au CEDRE pour réaliser une étude et un état des lieux ou diagnostic dans le but de pouvoir acquérir des équipements anti-pollution adaptés. Nous avons eu un projet de formation qui verra le jour en 2026 dans l'un de ces ports du Cotentin. Je poursuis avec les ports régionaux. Plus récemment, la CEMOP de Port-la-Nouvelle nous a contactés pour les assister à la fois dans un diagnostic portuaire comprenant l'inventaire des risques liés aux opérations d'aujourd'hui, mais également aux opérations à venir, dans l'avenir, étant donné que le port aujourd'hui est en train de s'étendre et de multiplier en fait les prochaines activités. Un terminal pétrolier va être installé à l'intérieur de l'enceinte portuaire, alors qu'aujourd'hui le terminal est au large, avec un sea line qui permet l'avitaillement en fait du dépôt pétrolier à terre, et un certain nombre d'autres usines vont être installées sur place, avec un développement de l'activité éolienne également, qui fait venir sur place des navires et présente de nouveaux risques en fait pour la zone portuaire. Donc l'assistance du CEDRE dans le cadre de ce projet a été de définir, comme je vous le disais, les risques actuels, mais les risques surtout à venir. Une formation et un exercice sont prévus notamment en 2026, une fois que le port aura reçu le matériel que le CEDRE a préconisé dans le cadre de cette étude. On peut descendre d'un cran et s'intéresser à l'approche que l'on peut avoir pour assister des métropoles ou des communes, parce qu'une étude a été réalisée en 2023 pour la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, dans le but de définir en fait du matériel adapté à la fois aux communes et aux ports pour faciliter un achat mutualisé, pour notamment évidemment baisser les coûts, mais avoir une cohérence dans les matériels
en cas de besoin si les matériels ne suffisent pas dans une zone particulière, on peut faire appel au matériel disponible à proximité. Je continue maintenant avec l'assistance au port de plaisance, comme je vous le disais, qui est une activité qui s'est développée notamment ces 10 dernières années. Alors, la position du CEDRE sur l'assistance au port de plaisance est de proposer différentes formules. Une première formule qui peut permettre en fait aux ports de plaisance de former leurs agents sur place, c'est-à-dire que le CEDRE se déplace avec des moyens, des équipements qui représentent les équipements d'un stock d'urgence, d'un stock de première urgence que les ports peuvent acquérir s'ils le souhaitent par la suite. Donc c'est une démarche volontaire des ports qui s'inscrit en parallèle avec notamment la démarche port propre où on demande aux gestionnaires des ports de se munir d'un certain nombre d'équipements pour faire face à des petits déversements, je dis bien petits déversements dans des zones portuaires ou des marinas de plaisance. Donc là aussi, en plus de l'assistance à l'achat d'équipements, nous proposons des formations et des exercices. Alors rapidement, les quelques ports de plaisance qui ont fait confiance au CEDRE, vous avez Saint-Malo, Saint-Quay-Portrieux, les marinas de Brest, Port-la-Forêt, tous les ports de la rade de Lorient, qui sont gérés encore aujourd'hui par la Célor. Piriac-sur-Mer récemment, Arcachon, Cap-Breton, en Corse, des ports comme Ajaccio, Bonifacio, Saint-Ambrogio et à la Guadeloupe, Bas-du-Fort. La liste peut continuer encore, c'est les principaux ports de taille, je vais dire, marina de taille importante. En parallèle de cette formule où nous nous rendons sur place, le CEDRE propose un stage qu'on appelle stage pollution portuaire que nous mettons en œuvre sur nos bassins qui nous permettent, et c'est ça la spécificité en fait, de faire des déversements réels d'hydrocarbures. Donc nous proposons 2 sessions par an qui sont régulièrement remplies et qui permettent aux stagiaires de manipuler avec les différents équipements que l'on propose notamment dans ces petites zones portuaires. L'approche du CEDRE, elle est avant tout de répondre et de s'adapter à la demande du port. Donc on va prendre quoi par exemple en compte? On va lister les polluants potentiels, on va regarder le poste d'avitaillement carburant, on va regarder les réservoirs de bateaux, les cuves, comment on pratique en fait par exemple l'alimentation et le chargement en carburant des navires. À terre, on va regarder également s'il y a des engins de levage, des zones techniques, des zones de carénage. Pourquoi? Pour essayer de définir quels sont les risques. Ça peut être de l'huile hydraulique, par exemple, sur des engins de levage, ça peut être des sorties d'hydrocarbures sur des zones de collecte de déchets d'huile usagée, par exemple. On passe en détail, en fait, les zones principales où on peut avoir des pollutions dans ces zones portuaires. On s'inscrit dans une démarche environnementale globale, comme je vous le disais, en parallèle de la démarche port propre. L'idée, c'est de reconquérir la qualité des eaux, en fait, de la zone portuaire, parce qu'on voit que on fait des efforts, notamment avec la certification port propre actif en biodiversité, que certains ports ont décidé aussi de passer en plus de la certification port propre. Donc, notre démarche va en parallèle de ces actions. Alors, on forme de manière théorique, avec une petite partie en salle, et surtout une partie pratique pour montrer aux agents comment mettre en œuvre les équipements légers, encore une fois, pour faire face à des petits déversements. Si l'on passe maintenant plus précisément, plus spécifiquement à la notion de diagnostic portuaire, alors comment se déroulent nos diagnostics? Alors par une description générale du site, alors on visite, on étudie la zone, alors ça peut être avant d'y aller et surtout sur place, et on s'entretient avec les gestionnaires. Parce qu'évidemment, c'est avec les gestionnaires qu'on aura le plus d'informations sur la zone. Donc, description du site. On va décrire les différentes sources potentielles de pollution sur la zone. On va également observer si la zone est équipée avec des équipements anti-pollution sur site.
et on va déjà commencer à identifier les besoins. En plus de ce côté matériel, en fait, on va également s'intéresser au niveau de préparation, c'est-à-dire est-ce que les équipes sur place, est-ce que les agents sont formés, est-ce que régulièrement on effectue des exercices et est-ce qu'on a ne serait-ce qu'une procédure ou des schémas d'alerte qui permettent d'intervenir plus rapidement pour faire face à un déversement. Et ensuite, on préconisera, et c'est là aussi notre force, entre guillemets, d'un point de vue objectif, les achats en matériel qui peuvent être adaptés en fait au contexte. Parce que comme vous l'avez vu depuis le début, on a plusieurs contextes portuaires, donc on peut avoir des petits ports et on peut travailler sur des ports de commerce. Donc là, c'est la force du CEDRE de pouvoir définir exactement les matériels qui sont adaptés par rapport à différents types de zones portuaires. Donc, description générale, on commence une expertise en allant faire un état des lieux. Et pourquoi je vous mets ces photos? Toutes ces photos sont tirées de reconnaissance de terrain et de visites de sites. Alors, vous comprendrez pourquoi je ne citerai aucun lieu, mais si vous regardez un peu en détail ces différentes photos, elles ont été choisies pour vous montrer que quand on effectue des visites de sites, on peut tomber sur des surprises. Si on voit en haut à droite, on voyait en fait un stock d'absorbants stocké en plein air, non protégé, directement attaqué par les intempéries, le soleil, la pluie. Et si vous en avez besoin dans le cadre d'une intervention prochainement, ne comptez pas pouvoir les utiliser parce que votre matériel ne fonctionnera pas. Voilà l'idée. Au milieu à droite, vous avez des barrages qui ont été attaqués par des rongeurs parce que leur moyen de stockage était insuffisant. Si on se décale un peu vers la gauche, on voit en bas un moyen de stockage dans lequel on trouve un bout de barrage, mais surtout des équipements sportifs, un vélo, qui montre bien que dans la réflexion et si on veut intervenir rapidement, on sortira peut-être plus facilement notre vélo que notre barrage. Ensuite, des images un peu plus vers la gauche où on voit au milieu un stock de barrages qui ont été livrés, je pense, il y a eu 25-30 ans et qui n'ont pas été encore déployés parce qu'ils sont rangés comme sortis d'usine. Et sur la gauche, des barrages qui, eux, ont vieilli. D'aspect, ils sont parfaits et on a l'impression qu'ils sont en très bon état, mais quand on regarde en détail, on a des problèmes de colle qui font qu'on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils ne flotteront pas. Bon, en gros, ce que je vous marquais, c'est qu'on a des inventaires qui sont inscrits dans les plans, qui ne sont pas toujours à jour, mais il y a la réalité du terrain et c'est important d'aller faire un tour sur le terrain pour voir vraiment, et c'est la base pour commencer par cette visite et voir de quel matériel on dispose pour faire face à des déversements. Je vais vous parler maintenant d'une approche, donc dans le cadre des diagnostics portuaires, en fait, dans une étude que nous avons réalisée pour la direction de la mer et du littoral de Corse. 16 zones portuaires ont été passées au crible, si je peux dire. Enfin, nous avons utilisé une application cartographique en développant en fait une approche propre au CEDRE qui a permis en fait de décrire précisément en fait les sites portuaires, de décrire les différentes sources de pollution qu'on a trouvées en fait sur ces 16 zones portuaires. Alors l'outil s'appelle Export, comme expert en zone portuaire. L'idée, vous voyez, c'est de décrire en fait la zone, quel est son gestionnaire, quelle est la commune, quel est le type de zone. Est-ce que c'est un port à flot, à sec, à seuil, mouillage? Est-ce qu'il est situé sur un estuaire? Est-ce qu'il est en front de mer? Est-ce que c'est un abri naturel? J'en passe. Les activités, est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est de la pêche, de la plaisance? Est-ce qu'on a un terminal ferry? Les structures, est-ce qu'on trouve des digues? Est-ce qu'on trouve des enrochements? Des pontons sur pieux, des pontons avec des structures de béton? Pourquoi cette description exhaustive? Pour avoir un lien direct avec les opérations anti-pollution
si on a une pollution en fait dans cette zone portuaire, on aura déjà des éléments concernant la structure en fait du port. Un exemple, on est sur un port où on a énormément d'enrochement, on sait qu'on a des risques en fait d'intrusion en fait du produit dans les blocs et que ça posera des problèmes en termes de nettoyage. Si on a des pontons, pareil, on a des chances que le produit vienne se bloquer sous nos pontons. L'idée, voilà, c'est d'apporter le maximum d'informations sur le site, sur les pollutions également, sur les capacités en carburant, sur les zones où on trouve du produit qui est stocké, sur les méthodes d'avitaillement, sur les types de carburant. Je poursuis. Et sur également le matériel de lutte anti-pollution qui est présent sur site au moment de la visite. Donc notre outil en fait est un outil qui permet d'avoir un état des lieux précis du matériel anti-pollution qui est disponible dans ces zones portuaires et qui permet, là dans le cadre de cette étude avec la direction de la mer du littoral corse, à la préfecture de Haute-Corse de savoir quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre rapidement dans des zones portuaires, sachant que dans certains cas, les moyens mobilisés par l'État ne seront pas déplacés sur place, et ça sera une décision dans tous les cas qui sera prise par les préfets de département. Donc l'idée c'est de savoir si on peut s'appuyer sur des moyens qui soient déjà sur place ou nous n'avons aucun moyen en fait sur place. Donc ça, c'était une des approches que nous voulions retranscrire dans cette étude. Dans cet outil, actuellement, est intégré un volet macro-déchets qui viendra en fait s'ajouter à l'approche hydrocarbures que nous avons développée en priorité. Donc l'outil export, aujourd'hui, il est plutôt orienté vers des ports de plaisance, mais nous avons le projet de l'adapter à tous les ports, et notamment aux ports industriels, de commerce et de pêche. Rapidement, voilà les représentations qui ont pu être faites en utilisant cet outil, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, une description générale, les sources potentielles, les équipements. On va y mettre des aires de carénage, des déchetteries, la localisation des locaux techniques, si on a des grues ou des engins de levage, la station-service marine, et puis la nature des structures portuaires, voilà, pour avoir une représentation de chacune des zones. Et des cartes qui, dans cette étude, ont permis également, par le biais de questionnaires qui ont été adressés aux communes et aux ports, de définir quelles étaient les capacités, quelles étaient les vocations des ports, si on avait ou non du matériel anti-pollution qui était présent dans ces zones, dans ces différents ports, et un élément intéressant également, quels étaient les agents qui avaient été formés dans ces sites pour pouvoir ensuite adapter et faire remonter les besoins en formation et les exercices et formations à mettre en œuvre dans les prochaines années. Je passe assez vite, mais vous voyez, cet outil nous a permis aussi de faire des fiches de synthèse par zone portuaire en reprenant tous les éléments que je vous ai présentés auparavant, avec une représentation cartographique et une liste de matériel anti-pollution qui est à mettre à jour. Et ça, j'insiste, en fait, c'est un état des lieux à un instant T. Et ensuite, il faudra remettre à jour ces listes-là pour savoir exactement quels sont les moyens dont disposent ces zones. J'en termine avec cette approche de diagnostic portuaire et cet exemple précis dans le cadre du projet avec la DMLC de Corse, et vous parle rapidement des structures des plans d'intervention portuaire que nous réalisons également. Donc comment réaliser un plan d'intervention portuaire? En effectuant évidemment une recherche documentaire, en analysant et en faisant un inventaire des risques et en profitant du retour d'expérience des accidents. L'accidentologie est très importante
pour ensuite cibler les besoins, en faisant des visites et des diagnostics sur site, en utilisant la cartographie de la sensibilité des zones, en étudiant l'ensemble des polluants, pour pouvoir ensuite proposer des scénarios d'accident et de réponse sur ces différentes zones portuaires que nous visitons dans le cadre de ces créations ou révisions de plans d'urgence. Donc on voit sur ce schéma l'ensemble en fait des éléments qui interviennent dans la rédaction d'un plan d'urgence pour définir un plan d'action, s'organiser et pouvoir répondre au mieux face à un déversement accidentel. En plus de cette partie organisation, nous avons toute la partie équipement dans lequel nous intervenons également en participant notamment à l'élaboration de cahiers des clauses techniques particulières pour préconiser au mieux les matériels qui sont adaptés à ces zones. Une fois que le matériel est arrivé sur place, nous proposons également des entraînements et des exercices pour pouvoir se familiariser au mieux avec les matériels. On retrouve sur ce schéma l'idée même d'un plan d'urgence dans une zone portuaire, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une phase de préparation, c'est tout ce qui concerne le plan, la planification d'urgence, on va former le personnel. Ensuite, une fois qu'on est dans l'intervention, on est dans la phase de réponse opérationnelle, on va alerter, évaluer, ensuite on va intervenir, on va assurer le suivi en fait de la pollution, voir comment elle évolue, si le matériel dont on dispose suffit. Et ensuite, et ce qui est très important, et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le retour d'expérience et l'analyse en fait de l'accident, ce qu'on appelle la phase de post-incident, pour pouvoir ensuite définir des scénarios mieux adaptés et plus efficaces lors d'une prochaine pollution. J'évoque maintenant les conventions d'assistance que le CEDRE propose également à des ports comme le port de Tanger, avec qui nous travaillons depuis quelques années maintenant, puisque nous travaillons avec eux depuis 2017. Bon, rapidement, le complexe portuaire de Tanger s'étend sur 1000 hectares. C'est un acteur clé du commerce maritime international. C'est le plus grand port méditerranéen et africain. Première plateforme logistique du Maroc. Il est aujourd'hui au 17e rang mondial au niveau des containers. C'est pour vous dire que ce port est un port de grande envergure. On y trouve plusieurs terminaux, Tanger Med 1, Tanger Med 2, un port à passagers et un port roulier également, avec un projet d'extension pour les prochaines années. La convention d'assistance pour Tanger Med a été mise en place depuis 2019. On avait des contacts avec eux depuis 2017, mais depuis 2019, avec des formations théoriques à destination des officiers de port et de l'équipe d'intervention. En effet, le port dispose d'une équipe d'intervention d'une 60aine de personnes qui intervient à la fois sur les problématiques de feu, de lutte incendie, mais également sur la pollution accidentelle. Donc nous nous rendons sur place une fois par an pour à la fois vérifier les équipements par le biais de cahiers d'essai, donc nous faisons des tests d'équipements, et mettre en place et mettre sur les plans d'eau les équipements pour faire des exercices en grandeur réelle. En parallèle, nous avons effectué une assistance pour l'achat d'équipements et dans le cadre de cette convention, le port de Tanger Med peut contacter 24 heures sur 24 les ingénieurs d'astreinte du CEDRE en cas de déversement et de demande spécifique. Donc après ces 8 ans de collaboration, plus d'une quinzaine d'exercices ont été réalisés au niveau du port de Tanger Med et il est clair que le niveau de formation et de réactivité des 60 agents de l'équipe est en constante progression et nous le constatons régulièrement quand nous nous rendons sur place. Ça ne cesse d'augmenter et le professionnalisme de l'équipe est fort apprécié. Donc, suite au conseil du CEDRE,
Tangemed investit dans de nouveaux équipements actuellement pour augmenter sa capacité opérationnelle. Et régulièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, le Sèvre, par le biais de son astreinte téléphonique, est également régulièrement contacté, notamment pour des incidents dans le secteur du détroit de Gibraltar, parce que juste en face, nous avons la baie d'Algeciras, qui est une zone où on fait du bunkering et on peut régulièrement, les déversements accidentels sont constatés dans ce secteur. Quelques photos pour vous montrer les missions que nous effectuons sur place avec des déploiements autour de grosses unités, autour des super porte-conteneurs, des pétroliers et une partie inventaire du matériel anti-pollution dont dispose le port. Donc les différents acteurs avec lesquels nous travaillons, les terminaux à containers, le port, la photo que vous voyez en haut à gauche, et le port à hydrocarbures qui se situe, l'appompement pardon à hydrocarbures, terminal pétrolier qui se situe à Tangemed 1. Donc des exercices sont réalisés dans les différentes zones. En parallèle de cette convention que nous avons avec Tangemed, des études et des projets ont été menés également avec le port d'Anvers, donc ces dernières années, 2018, 2023 et actuellement, un audit sur la capacité de réponse opérationnelle du port et de la société en fait avec laquelle le port travaille ont été effectués. Et nous avons participé à des exercices et à des déploiements de matériel sur site. Donc une formation pratique à destination des officiers de port est réalisée prochainement, donc le mois prochain au Cèdre. Donc nous accueillerons les officiers de port du port d'Anvers et des échanges sont en cours pour mettre en place une convention d'assistance du même titre que celle de Tangemed. J'aborde rapidement avec vous la problématique des déchets aquatiques. Pour vous signaler, comme je vous le disais, que le Cèdre s'est spécialisé dans cette thématique et est aujourd'hui expert national déchets aquatiques auprès du ministère en charge de l'environnement. Donc le Cèdre développe des connaissances et des bonnes pratiques en zone portuaire. Il va donc diffuser des conseils et des accompagnements aux acteurs publics et privés dans la mise en œuvre d'actions et de réduction des déchets aquatiques, en faisant notamment des diagnostics, des recommandations d'équipements et de bonnes pratiques, en mettant en place également des ressources documentaires, en informant, formant et sensibilisant. Vous voyez que c'est la même approche, évidemment, méthodologique que celle que nous utilisons dans le cadre de la lutte contre les déversements par hydrocarbures dans la zone portuaire. Nous faisons également des tests d'équipement pour faciliter la collecte des macrodéchets flottants dans nos bassins à Brest, sans rentrer trop dans les détails, voir si les équipements qui aujourd'hui sont présents et qui sont efficaces sur de la récupération, d'hydrocarbures peuvent être utilisés dans la lutte contre les déchets aquatiques pour faire de la récupération, notamment de granulés ou d'autres types de macrodéchets. Alors, les diagnostics pour les déchets aquatiques, ça va être des entretiens, ça va être rencontrer les acteurs portuaires, ça va analyser les moyens dont ils disposent aujourd'hui et surtout leur proposer d'autres moyens, caractériser la pollution, essayer de travailler à la source pour diminuer les apports et ensuite recommander un certain nombre de mesures pour diminuer en fait les apports de ces macrodéchets et de ces déchets aquatiques. Alors, sans rentrer dans les détails, mais 2 documents ont été à élaborer, notamment dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Treasure, donc un projet interreg, l'un pour avoir l'état des connaissances de la pollution par les déchets dans les ports, dans la zone de Bretagne, Normandie et Hauts-de-France, et l'autre pour avoir une idée des pollutions pareil, et des moyens de lutte, surtout des diagnostics et des moyens de lutte qui sont déployés pour faire face à ces pollutions aquatiques. Important également, un travail en collaboration avec le CEREMA a été mis en place pour préparer un guide des bonnes pratiques pour la réduction des déchets dans les ports et une formation à destination des structures gestionnaires des ports. Voilà pour la partie déchets aquatiques. Rapidement et pour conclure,
le CEDRE a un guide opérationnel qui est gratuit, téléchargeable sur son site internet à l'adresse suivante, un guide opérationnel dans lequel vous allez trouver une multitude d'informations qui vous permettent d'être plus efficace pour gérer une pollution dans les zones portuaires. Voilà. Donc un guide de référence qui déjà depuis plusieurs années est diffusé largement auprès de nos partenaires et clients. En guise de conclusion, un constat, aujourd'hui, toutes les zones portuaires sont impactées par des pollutions accidentelles de diverses sources. Nous n'avons pas parlé volontairement des pollutions chimiques que l'on traite de manière assez proche des pollutions par hydrocarbures. Nous avons parlé des déchets aquatiques, mais toutes les zones, aujourd'hui, quasiment toutes, sont impactées et sont soumises à cette pression qu'il va falloir gérer. La demande, on ressent également une volonté de la part des gestionnaires de se former et de s'équiper pour faire face aux petites pollutions dans le cadre d'une démarche environnementale globale. On a parlé de la démarche, rapidement, de la démarche port propre, ça peut être aussi des labels, des certifications. Donc on a un constat, on a des pollutions dans toutes les zones, on a une demande de formation. La réponse opérationnelle, si l'on observe les zones portuaires, dans les zones portuaires, elle est souvent plus simple. Pourquoi? Elle est plus simple qu'en mer ouverte parce qu'on a des zones qui sont plus propices à la récupération des hydrocarbures ou des pollutions et le matériel peut être en général plus facilement stocké sur place et on dispose aussi d'acteurs qui peuvent mettre en mouvement tous ces équipements. Face à ces constats, on a besoin de s'organiser et on a besoin de définir un plan d'action. Et c'est là que le CEDRE peut aider. Quelles actions et quel plan d'action finalement on peut proposer? Il faut prévenir et diminuer les déversements accidentels sur les sites portuaires en formant et en sensibilisant les acteurs. Je vous l'ai dit dans la présentation, en identifiant les sources potentielles à terre et sur les plans d'eau, de manière à réduire également les pollutions chroniques qui sont souvent dues à l'exploitation ou à la proximité par exemple d'un milieu urbain. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention. D'accord ? La prévention, et ensuite, on va dans le but d'améliorer et de développer les stratégies de réponse aux pollutions accidentelles. Comment? En définissant précisément le rôle de chacun par des fiches missions, en constituant des stocks d'équipements anti-pollution qui sont adaptés à chaque contexte. J'insiste sur le terme contexte parce qu'on, comme je vous l'ai dit, on intervient sur des petites zones et on va jusqu'au grand port maritime ou au port de commerce, en entraînant également les équipes, en les formant et en faisant des exercices, et en évoquant également la gestion des déchets. Et là, on est plutôt sur de l'intervention. Et c'est dans ces domaines d'activité que le CEDRE porte assistance à l'ensemble de ces zones portuaires, et c'est de cette manière que ma présentation se termine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, d'avoir une période d'échange pour conclure en fait cette présentation. Merci. Alors, je me permets de poursuivre. J'ai eu pendant cette présentation des questions qui viennent de m'être transmises. Est-ce que vous considérez les zones noires ou grises comme polluants potentiels? Si oui, quelle est votre stratégie de traitement? Alors, c'est une question très importante. On est en dehors du domaine des hydrocarbures, mais pas complètement. Enfin, on est sur des résidus, on est sur des mélanges. Eau noire, eau grise, déjà on est sur des... Eau noire, on est plus sur tout ce qui concerne les cuves de stockage à bord des toilettes. Eau grise, on est plus sur des eaux qui viennent du lavage en fait d'assiettes, de douches, de lavabos. Alors oui, effectivement, on est sur du polluant potentiel. Alors, on doit mettre en place, là aussi, en fonction de la taille des ports, on va avoir des actions qui sont différentes.
Pour les eaux noires ou les eaux grises, on voit que des ports de plaisance ou des marinas doivent se munir notamment, et c'est la certification AFNOR port propre qui l'impose, de moyens de pompage. Donc de moyens de pompage fixes ou mobiles qui sont disponibles pour les plaisanciers. Mais on se rend compte finalement que ces équipements sont très peu utilisés. Quand je vous dis très peu, c'est très très peu utilisé. Ce qui veut dire que les plaisanciers n'ont pas envie finalement de trop s'ennuyer avec ces problématiques d'eau noire ou de grise et préfèrent rejeter au large dans des zones qui ne sont pas tout le temps réglementairement les bonnes. C'est un peu la situation aujourd'hui. Donc l'idée, et on revient un peu à l'approche que peut avoir le CEDRE vis-à-vis de ses clients, c'est de former, c'est de sensibiliser et continuer, même si c'est un travail de longue haleine, continuer à sensibiliser les plaisanciers pour qu'ils puissent utiliser ces équipements qui sont mis à leur disposition et qui aujourd'hui ne le sont pas. Voilà pour la première question. La deuxième, les microplastiques, voire macrodéchets, font-ils partie des polluants potentiels que vous traitez? Je pense que nous avons répondu partiellement à cette question. Évidemment, nous avons, comme je vous le disais, un service qui est dédié en fait à ces problématiques et nous sommes de plus en plus présents en fait sur cette partie de lutte contre les pollutions par plastique et microplastiques. Sclérigène, vous aviez une question à poser? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je travaille au ministère en charge de la mer. Donc, j'ai plusieurs questions. Je suis désolée, mais la première, donc je reste dans le territoire français, moi, je ne sors pas de la France. Lors des plans dans les ports, est-ce qu'un lien est fait avec les plans Polmar départementaux? Est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce qu'il y a un lien qui est fait? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a même une partie en fait dans le tronc commun de présentation des plans qui s'appelle interface avec les autres plans. Donc la préfecture doit avoir le plan d'urgence du port à disposition. Un exemple concret qui montre l'intérêt pour une préfecture départementale de connaître exactement comment ça se passe dans un grand port notamment, ça va être les moyens disponibles en matériel stocké qui sont pas forcément les moyens appartenant à un centre Polmar. Un port peut avoir ses propres moyens et la préfecture doit savoir qu'elle doit avoir l'inventaire précis de ses propres moyens et notamment des points d'accroche de barrage, des points qui sont permanents souvent maintenant parce que comme tu le sais, on utilise beaucoup de câbles permanents fixés qui peuvent permettre à la fois de mettre les moyens disponibles au port et les moyens qui seraient mobilisés dans le cadre d'une activation Polmarter. Alors la préfecture, ok, est-ce que les correspondants Polmar sont au courant? Les correspondants Polmar, à partir du moment où ils sont en lien direct avec la préfecture et connaissent l'existence du plan Polmar, oui. Alors, est-ce qu'il faut les avertir à chaque fois? Aujourd'hui, nous ne le faisons pas, non. Parce que la préfecture, c'est bien, mais la préfecture ne connaît pas grand-chose, on va dire, en antipole. Et la personne dans les départements qui s'y connaît en antipollution et surtout qui connaît le plan Polmar, c'est le correspondant Polmar. Donc, il serait quand même intéressant que à chaque département, dans chaque département où le CEDRE intervient pour ses plans sur les ports, les correspondants soient au courant, notamment à cause des points d'accroche que vous faites installer par les ports, qu'on soit d'accord et que vous soyez sûr d'avoir les bons coordonnées. Ça, c'est loin d'être sûr. Vous ne passez pas par les correspondants. Alors, c'est un point, pour répondre à ta question, c'est un point important sur lequel j'insiste régulièrement, de dimensionner en fait des points d'accroche qui sont à la fois capables de tenir avec des moyens Polmarter et répondre également à des moyens propres au port.
plutôt que de faire deux fois la même chose. Mais non, mais je note. Mais le travail, par exemple, qui a été fait en Corse avec la direction de la mer et du littoral corse a été fait conjointement avec le correspondant Paul Marter. Donc oui, bon, ça se fait du mieux possible en général. Enfin, je pense que c'est indispensable de mettre systématiquement le correspondant au moins en information. Si c'est pas l'associer à l'étude, mais au moins le mettre en information. J'avais un autre point sur les achats matériels qui sont préconisés. Je n'ai entendu nulle part qu'il était possible de faire des conventions avec les centres de stockage Polmar de matériel, que les ports aient un premier matériel d'urgence, mais qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir des compléments dans les centres nationaux. Bah, merci pour ce point. Ce n'était pas forcément l'objet de la présentation, mais effectivement, c'est un point très important de pouvoir disposer de matériel par le biais de conventions. Voilà. Donc c'est des choses. Il faut savoir communiquer peut-être davantage de votre côté au niveau du pôle national d'expertise auprès des ports, pour qu'ils puissent voilà, revenir vers vous pour signer ces conventions. Parce que quand on en parle, les ports ne sont pas forcément informés en fait de cette existence de convention. Après, j'ai une autre question. Est-ce qu'on pourrait connaître les dates et lieux d'exercice que vous faites? Parce que nous, de notre côté, on organise des exercices Polmar tous les 3 ans par département. Et ce serait bien, en gros, de ne pas se marcher sur les pieds. En gros, si vous avez organisé un exercice, je vais prendre un exemple qui n'est pas vrai, hein. Si vous organisez un exercice à Saint-Malo et que nous, on arrive 6 mois après organiser un exercice à Saint-Malo et qu'on n'est pas au courant, on risque d'avoir une partie des personnes formées qui ne viendraient pas à notre exercice, ou autant l'organiser ailleurs si on sait que ça a été fait à Saint-Malo, et du coup on le ferait à une autre zone pour être complémentaire et ne pas... voilà, ce serait bien qu'on sache aussi ce qui est fait de votre côté. Tout à fait, c'est une bonne remarque, hein. Toutes ces informations-là sont disponibles, il suffit juste de les synthétiser. Et puis je rappelle quand même que cette démarche est faite pour compléter en fait le dispositif Paul Marter, et pas venir sur ce domaine en fait, hein. On est plutôt dans du domaine infra-Polmar pour que des communes ou des ports puissent intervenir avec leurs propres moyens, qui sont des moyens légers. C'est aussi pour faire face à un manque de moyens mis à disposition dans le cadre de petites pollutions que nous nous sommes intéressés et dirigés vers les communes, vers les ports de plaisance, qui malheureusement, s'ils sont soumis à une pollution qui vient du large et qu'on n'est pas dans le cadre d'une activation du plan Paul Marter, devront faire face avec leurs propres moyens. Et s'ils n'ont pas un minimum de moyens, vont avoir des bateaux qui sont pollués, qu'il va falloir sortir, il va y avoir un coup de nettoyage, et ça s'est vu par le passé lors de certaines pollutions. Donc, au contraire, c'est une collaboration entre à la fois Paul Marter et la démarche qui est mise en place au niveau des communes pour faire le lien si besoin est. Si ensuite on rentre dans une démarche, dans une pollution plus grande, où on a des moyens de l'État qui sont déployés. Du coup, moi, j'en ai d'autres des questions, mais je vais m'arrêter là. Du coup, c'est surtout pour arriver sur la conclusion que sur cette démarche, il serait bien que peut-être une fois par an, on fasse un point entre ce que vous avez fait et ce que nous on fait de notre côté, pour être compatible sur les matériels que vous achetez avec ce que nous on a au niveau État, pour vérifier que, par exemple, la liste des agents formés tienne compte aussi de ce que nous on forme de notre côté.
qu'on soit, voilà, que si vous avez des exercices prévus à tel et tel endroit, et ben que nous on se dise, du coup on ira plutôt au nord, au sud, à l'ouest, à l'est du département si vous intervenez à tel endroit. Enfin voilà, qu'on soit cohérent sur la démarche ensemble. Mais je voulais rappeler également que cette approche, en fait, c'est une approche cèdre client. On est dans des prestations commerciales, en fait. Donc l'idée, c'est aussi qu'on réponde à une demande et à un besoin. Quand on travaille avec une marina ou avec un port de plaisance, ce port de plaisance se dit un peu démuni de moyens en disant comment on va réagir si on doit faire face à une pollution qui vient de notre station d'avitaillement, à une pollution qui viendrait du large, et si on n'a pas les moyens de l'État déployés. Donc là, on répond à un besoin, à une demande dans le cadre d'une prestation. Et c'est vrai que les bulletins d'information du CEDRE ou les lettres d'information du CEDRE relayent régulièrement en fait les exercices que l'on effectue dans ces zones portuaires en toute transparence. Oui. Le commandant Pascal Dupuis avait une question à poser, je crois. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Moi, je suis sapeur-pompier dans le département du Gard et je suis responsable de l'unité risque technologique du département. Nous avons dans le département un grand port de plaisance, un port de Camargue, et aussi plusieurs petits ports de plaisance, souvent communaux. Régulièrement, on appelle le SDIS pour faire une évaluation suite à des pollutions accidentelles. Et quelquefois, ça se termine par la pose de matériel du SDIS pour soit stopper pollution ou autre. Bien souvent, il n'y a pas de constat d'infraction, puisqu'on sait rarement d'où vient la pollution. Et moi, votre présentation m'intéresse parce que je cherche par quels moyens on pourrait imposer à ces ports de plaisance l'achat de matériel et que ce matériel ne soit plus à la charge du SDIS, parce que souvent ça se termine comme ça, donc pas de remboursement, pas de constat, et c'est le SDIS qui paye le matériel. J'ai entendu parler de la démarche port propre. Est-ce que c'est une démarche volontaire des ports? Et si ils ne font pas cette démarche, comment nous, via soit la VTM ou soit la préfecture, on peut imposer l'achat de matériel de première intervention à ces petits ports de plaisance? Merci pour votre question qui n'est pas forcément, qui est complète, qui n'est pas forcément simple en termes de réponse. Aujourd'hui, soit on prend le biais de la réglementation et dans une zone portuaire, le maire est responsable de la pollution et à ce moment-là, on est dans le cadre infra-Polmar et on peut estimer que pour résoudre les problèmes de pollution, il faut avoir les moyens nécessaires pour intervenir et à ce moment-là, il faut se constituer un stock de première urgence. Voilà. Après, si on revient à la certification port propre, si on la regarde dans les détails, en tout cas au départ, elle a évolué, mais dans le volet anti-pollution, on s'est très vite rendu compte qu'on imposait un certain nombre de matériels, mais que par rapport à nos retours d'expérience et à notre expérience dans le domaine de la gestion des luttes anti-pollution, nous avons souhaité préconiser, entre guillemets, davantage aux gestionnaires des ports pour avoir du matériel encore plus adapté pour faire face à des pollutions. Votre remarque de dire que le matériel du SDIS intervient régulièrement dans des zones de plaisance, elle est fréquente, que ce soit chez vous ou dans d'autres SDIS au niveau national, on a régulièrement en fait ce retour. Parce que c'est simple d'appeler le SDIS quand on est face à un déversement entre guillemets un peu important, c'est dans le schéma d'alerte typique. Après, je ne sais pas de quel port vous parlez vraiment, mais quand on est dans des marinas comme la Grande Motte et les autres ports qui sont situés sur votre zone, logiquement, on doit avoir un stock de première urgence qui est capable
d'être déployés pour faire face à des déversements, parce qu'on a régulièrement des transferts, on doit avoir des capacités de stockage de carburant conséquentes, et donc il faut prévoir. Et c'est ce qu'on constate. On constate qu'on a de plus en plus de demandes des grands ports de plaisance pour avoir du matériel autre que, j'ai envie de dire, autre que du matériel qui peut être vendu par des sociétés qui n'auront pas l'objectivité que le CEDRE peut avoir quand il se rend sur place et le dimensionnement nécessaire par rapport aux capacités des ports. Donc, répondre à votre question n'est pas simple. Imposer au port de se munir d'équipements, oui, si on considère que c'est de la responsabilité du maire. Et puis après, ça doit être une démarche volontaire, je pense, de ces ports, de faire l'effort de se munir d'équipements, à la fois pour faire face à des pollutions à terre, sur les terre-pleins, et également sur le plan d'eau. Et dépasser aussi les simples feuilles d'absorbants, les boudins, et pourquoi pas acquérir un barrage comme celui que vous devez déployer, des barrages qui sont réutilisables, des barrages plats ou des barrages en mousse cylindrique qui peuvent permettre, quand les conditions sont bonnes, de fermer le chenal d'entrée d'un port pour se protéger davantage. Si je peux compléter, aujourd'hui, il n'existe pas de texte réglementaire qui impose aux ports d'avoir une liste de matériel pour s'équiper. On les incite fortement à s'équiper, mais il n'existe pas de texte qui les oblige à s'équiper. Alors c'est vrai que ma question... mais pas d'acheter du matériel. Donc évidemment, quand on se prépare, il est intéressant d'avoir du matériel, des procédures, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir du matériel. Ça, c'est côté réglementaire. D'accord. Donc du coup, parce que ma question visait surtout les petits ports de plaisance, on en a quelques-uns au bord de canaux. Je mets de côté effectivement les grands ports de plaisance comme Port-Camargue, mais à un moment, le nombre d'interventions pour ce type de pollution, je ne dis pas est régulier, et à chaque fois, c'est le SDIS qui paye le matériel. Donc, comment, dès lors que le pollueur n'est pas identifié, on peut se retourner vers quelqu'un pour un remboursement ou autre? Alors, c'est pas simple non plus là de se retourner quand on ne connaît pas la source. Et c'est pas simple non plus de demander à une commune qui a une petite zone de mouillage d'avoir un stock d'urgence, en cherchant que si on a quelques litres de gasoil qui sont déversés à l'arrière d'un bateau, le temps qu'on intervienne, ce sera déjà trop tard, on va dire. Mais je pense déjà qu'il faut commencer en fait par un inventaire précis en fait des zones, c'est-à-dire que comme ça a pu être fait notamment en Corse, parce que le département de Haute-Corse a souhaité que le CEDRE fasse un inventaire précis en fait des zones portuaires. Pourquoi? Pour savoir si dans certaines zones on pouvait réagir rapidement face à un petit déploiement, un déversement pardon. Eh ben, il faut imaginer faire pourquoi pas le même travail au niveau de votre département pour déjà commencer par identifier quelles sont les zones à risque, les zones portuaires où régulièrement il y a des déversements et si on dispose ou non de matériel. Donc ça peut être une approche intéressante au niveau départemental de réitérer en fait ce type d'approche, ce type d'étude pour avoir un état des lieux précis des moyens disponibles sur zone. Merci pour votre tour. Merci à vous. Madame Lancelot Coujard avait la main levée également. N'hésitez pas. Ah, monsieur, bonjour. Oui, je me permets de vous interrompre parce que j'ai entendu parler en fait du temps d'intervention entre le moment où on se rend compte d'une pollution et le moment où on va agir. En fait, je développe une solution de vidéosurveillance algorithmique environnementale qui permet de détecter automatiquement les hydrocarbures et aussi les macrodéchets pour diminuer les temps d'intervention
et limiter les coûts environnementaux et financiers. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup entrer en contact avec le CEDRE pour discuter des potentielles synergies. Et je cherche aussi un deuxième port pilote, étant donné qu'on a déjà un premier port sur lequel on est en train de se déployer. Donc voilà, je serais ravi d'échanger avec vous. Bah écoutez, merci pour votre intervention. Venez au CEDRE, prenez contact avec nous, passez par le central, on va dire, et on vous mettra en contact avec la personne référente dans ces thématiques-là pour éventuellement tester votre application ou votre système. Merci. Merci. Bonne journée. Et Sandrine Marie, la DDTM 35. J'ai mon plan Polmar qui est fraîchement sorti et j'ai encore du travail à faire, en particulier avec le port au Saint-Malo. Et quand vous avez parlé d'échanges, moi en tant que correspondant de Polmar, c'est moi qui ai dû aller vers le port pour avoir les informations et pas l'inverse. Et j'ai trouvé ça un peu compliqué en fait, la liste du matériel, tout ça. Les relations sont très saines, il n'y a pas de difficulté, mais c'est vrai que tout le recensement que vous pouvez faire et tout ça, le travail que vous pouvez faire avec les ports, je trouve que c'est intéressant pour nous parce que de notre côté, on nous demande aussi des choses dernièrement pour avoir une idée du matériel et des accès sur les ports pour plus la récupération en mer et pouvoir venir décharger en fait les polluants au niveau des ports. Il fallait qu'on puisse recenser des choses et faire remonter à Sclérigène. Je sais que la capitainerie a eu également cette demande, donc ça faisait un peu des doublons. On a eu aussi des demandes sur la partie ANED, où il fallait recenser aussi des choses. Tout ça, je trouve que c'est un peu... en fait, on nous demande la même chose pour différents plans. Et je trouve ça dommage qu'on en fait des doublons, des triplons, voire plus. Au final, sur la partie données des ports, si vous avez des éléments, je pense que c'est important qu'on puisse échanger et que vous soyez peut-être... je comprends cette partie contrat de service avec des clients, relations clients, ça je la comprends. Mais peut-être que vous êtes aussi notre entrée et notre interlocuteur vis-à-vis des ports en leur disant qu'il y a les correspondants Polmar, qu'on est aussi à la recherche de données, qu'il est important de travailler avec nous aussi. Et je pense que vous avez ce rôle aussi pour nous d'intermédiaire. Vous avez peut-être, vous voyez la liste moi, du matériel qu'il y avait à Saint-Malo, j'ai pris connaissance bien après notre exercice. Peut-être qu'on avait des choses qu'on aurait pu utiliser et en plus voir l'état, puisque vous étiez présent. Ça pourrait être intéressant, mais je l'ai su bien après en fait. Et parce que j'ai demandé, parce qu'on m'a dit qu'il y avait, on ne savait pas trop où il était stocké. J'avais l'impression d'être une enquêtrice de première heure pour savoir où était le matériel, dans quel état il était, etc. Et je trouve ça important que vous soyez aussi notre intermédiaire là-dessus. C'est mon avis. Je pense que je rejoignais Sclérigène. Je ne suis pas sûre que tous les correspondants Polmar aient toutes les données des ports en fait. Et je suis quasiment. Non, je partage, Sandrine. Je partage. Ouais. Mais je rejoins votre remarque. De toute façon, on est, sauf si le contrat nous impose que nous sommes sur des données confidentielles. En tout cas, les démarches qui ont été faites sur Saint-Malo, il y a eu des démarches qui ont été faites au niveau du port de plaisance des Bas-Sablons. Et là, je pense que de toute façon, la liste du matériel est facilement accessible. Il suffit que vous alliez à la capitainerie des Bas-Sablons, que vous allez savoir exactement l'inventaire de matériel, le stock de matériel qu'ils ont. Donc après, c'est aussi une question c'est peut-être que vous n'êtes pas forcément identifié en fait par ces gens-là aussi sur place. Après, il y a le port de commerce. Le port de commerce, la démarche que nous avions eue, c'était avec la région. Et là également, l'inventaire du matériel au niveau du port de commerce de Saint-Malo est accessible sans aucun problème. Nous avons juste fait un état des lieux du matériel dont ils disposaient et des préconisations pour qu'ils en achètent d'autres plus opérationnels, parce que c'était un peu le problème sur Saint-Malo. Mais oui, il y a pas de souci. Nous sommes transparents, en tout cas sur ces études-là. Il n'y a aucun problème pour vous communiquer. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller directement en capitainerie, au port de commerce ou au Bas-Sablon, ces données-là sont complètement accessibles au moment de l'étude. Ça, je l'entends bien. Je doute pas que vous soyez transparent. C'est pas la difficulté. Je pense pas qu'elle est vis-à-vis de vous. Je pensais plus vis-à-vis des ports.
où c'est pas si facile que ça en fait. On n'a pas de, c'est pas transversal en fait. Et vous voyez, si vous me dites que le port des bas sablons du matériel, moi j'en ai pas connaissance en fait. Et je trouve ça dommage parce que du coup on a fait un exercice au port des bas sablons. C'est pour ça que nous avons pris l'option d'aller les voir en fait, Ouais, et de nous faire identifier sur le terrain et de répondre à une demande pour faire face encore, je dis bien, à des petits déversements. On n'est pas du tout dans la sphère Polmar, on est dans la sphère infra-Polmar, on est dans la sphère réponse à des petits déversements opérationnels dans une zone de plaisance. Mais c'est sûr que c'est des éléments très importants que la préfecture d'Ille-et-Vilaine notamment doit connaître pour savoir écoutez quel type de moyens j'amène en plus si jamais mon pôle Marter est activé pour venir en parallèle des moyens qui sont déjà présents au port, qui sont souvent des moyens légers, hein. Il y a quand même très peu de ports de plaisance qui ont pris l'option d'acheter du barrage réutilisable. La grande majorité reste avec du barrage absorbant, des équipements, voilà, des équipements uniques, j'ai envie de dire, à usage unique. Maintenant, il y en a quand même de plus en plus à prendre des barrages pour fermer leur chenot, pardon. Mais je comprends votre souci de partage de l'information et il n'y a aucun souci pour nous, je pense. Merci. Nous allons en arrêter là, s'il vous plaît. Un grand merci à tout le monde pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.